Bonjour Laurent Godet, Bonjour. romancier, dramaturge, metteur en scène, metteur en voix, homme de plume, homme de scène. Comment pourrait-on définir votre style? Il est classique, pour un regard très contemporain. Il va à l'essentiel, sans être serré, sans bavardage non plus. Votre nouveau livre, 120 pages, se déguste. Nous sommes à Paris, le vendredi 13 novembre 2015. Alors on a vu le documentaire Fluctuac Nec Megitur, je n'arrive jamais à le dire, qui est toujours en ligne sur Netflix. Pourquoi y revenir? J'ai répondu à la question en ouvrant votre livre. Parce que c'est vous, Laurent Godet. Parce que je sentais qu'il y aurait une rencontre heureuse. Alors ça s'appelle Terrasse, peut-être Terrassé, ou Notre long baiser si longtemps retardé. Nous suivons tous les événements de cette soirée absolument tragique. L'attentat manqué au Stade de France, les rafales de Kalachnikov sur les terrasses, l'assaut du Bataclan avec tant de morts et une prise d'otage. Pourquoi y revenir? Je pense que pour moi, c'est le bon tempo. On est quasiment à 10 ans. 10 ans déjà. Ouais, Et c'est toujours hier. oui, c'est assez troublant. Moi, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était plus proche que ça. Mais Mm. c'est le temps qu'il faut certainement pour ingérer et en faire quelque chose d'un point de vue artistique, si je puis dire. On a besoin d'un petit peu de recul. J'aurais pas pu écrire ce texte 2 ou 3 ans après. Et puis c'est aussi faire probablement acte de mémoire quand même. Moi, je suis parisien, donc c'est un texte aussi qui est pour moi une façon d'ancrer définitivement cette tragédie. Où étiez-vous le 13 novembre? J'étais dans un petit resto à Paris Mm. et comme tant de Parisiens, j'ai écourté ma soirée parce qu'évidemment, il y avait un écran de télé et donc on a vu les premières images et donc les gens ont commencé à appeler leurs proches et j'ai fait comme eux et on est rentré beaucoup plus tôt que prévu. Votre livre ne cache aucun détail de peur, de cris et de sang. Et paradoxalement, c'est un hymne à l'amour. C'est un hymne à la jeunesse. Vous n'êtes ni dans le témoignage, ni dans le reportage. Vous êtes dans une tentative de poésie, une tentative largement réussie. Sur la couverture, il n'est pas écrit roman, mais récit. J'aurais envie de dire épopée. Comment vous est venu cet angle du regard? Parce qu'il était important pour moi de trouver quand même un petit axe de liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dit, j'avais pas envie d'écrire un reportage, j'avais pas envie d'écrire un documentaire, je voulais faire un acte d'écriture, et que ce livre-là s'inscrive aussi dans la continuité de ce que j'écris. Et donc il fallait trouver un axe qui me permette, de m'emparer de l'événement, et de m'éloigner éventuellement un tout petit peu du réel. Tout ce qui est dans Terrasse est très documenté, mais la voix, la manière dont c'est porté, ce nous collectif, ce flux intérieur, ça c'est de l'écriture. Vous êtes d'accord sur l'ode à l'amour et à la jeunesse? Oui, bien sûr, bien Bien sûr. sûr. Myrna Elou. Alors moi, j'ai été infiniment touchée par ce texte qui est très ramassé et pour moi, c'est un absolu dans le sens du champ lexical de la parfumerie. C'est-à-dire que c'est puissant, c'est essentiel et ça concentre le plus subtil de la sensibilité et la barbarie atroce, la sauvagerie. Et on sent se déployer les différentes étapes qui découlent de ce que je pense on peut appeler un traumatisme collectif. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que peut-être justement grâce à ce temps passé, vous donnez une voix à celles et ceux qui sont le plus souvent totalement oubliés. Quand on pense et qu'on raconte cette soirée-là et les attentats, je dirais en général, les infirmières Mm. notamment, les passants qui étaient à proximité et qui ont pu être sollicités pour aider, les premiers policiers sur place aussi. On ne se rend pas forcément compte qu'il y a eu plusieurs équipes qui sont intervenues les unes après les autres. Et puis, l'arrivée du groupe militaire d'intervention spéciale. Vous écrivez le message d'urgence reçu par les infirmières qui sont déjà en route après leur longue journée de travail pour rentrer chez elles et qui reviennent à l'hôpital parce que, voilà, mission. Et quelle nuit vont-elles passer, les pauvres? Et puis, ceux qui restent aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très fort dans votre texte parce qu'il y a beaucoup de justesse, la douleur, la pudeur. Et vous dessinez, par exemple, le portrait de cette mère dévorée par l'angoisse, que son instinct ne trompe pas, Mhm. dont les jumelles se sont retrouvées à Paris pour fêter leur anniversaire. Voilà, ce titre Terrasse, pour moi, c'était une magnifique illustration. Un paradoxe entre la vie, le moment de la joie, du partage et l'instant présent, et à la fois euh, cette mort qui choisit, mais au hasard. Vous avez choisi, vous, de faire du hasard quasiment un personnage. Voulez-vous nous en parler, Laurent Godet? Oui, bah, c'est ce qui est le plus vertigineux dans ces moments-là, je trouve, c'est qu'on a l'impression que tout se joue sur de toutes petites choses, en fait. S'être Oui. assis à telle place plutôt qu'à telle autre, être arrivé un tout petit peu en retard, alors ça peut soit vous sauver la vie, Mm. soit au contraire vous précipiter dans le malheur.
c'est infime et c'est ça qui est très troublant. Alors on peut appeler ça le hasard, on peut appeler ça la chance, on peut appeler ça le destin selon en quoi on croit, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ce qui se joue là est une sorte de cartographie dans laquelle la volonté individuelle n'a plus cours, c'est autre chose qui se joue et ça nous renvoie aussi à une extrême fragilité. Et alors, ce qui est terrible, c'est que vos personnages sentent que l'invraisemblable va arriver. Et comme une sorte d'instinct animal, on est dans la tragédie antique, finalement, devant la fureur qui va se déchaîner. Bah, c'est un des éléments qui me permet moi d'être dans l'écriture plus que dans le documentaire. C'est Ouais. cette espèce d'hyperconscience qu'ont les personnages. Effectivement, dès Mm. le début, il y a des petites phrases où on sent qu'ils savent ce qui va se passer, ou en tout cas qu'ils ont un voile qui passe comme ça. La journée continue, mais il y a le pressentiment de quelque chose. Et moi, oui, c'est une manière de- là aussi, d'inscrire ça dans la tragédie. C'est-à-dire, c'est inéluctable d'une Mm. certaine manière. On sait que ça va arriver. Et c'est là où le texte se calque sur la structure de la tragédie. Alors, c'est un texte polyphonique. Mhm. Tout le monde parle à la première personne du singulier. On écoute le médecin. Mm. Je ne pensais pas voir cela. J'ai eu une vie pleine. J'ai soulagé, guéri, lutté contre la souffrance, j'ai épongé des fronts, garrotté des jambes. Je ne peux pas me souvenir de tout, médecin pendant plus de 30 ans. J'ai vu défiler la gamme infinie des plaies, des espoirs, des grimaces. J'accompagne les commandos depuis des années. J'avance avec eux, je suis un de ces hommes en cagoule. Ils savent que c'est moi qui les sauverai s'ils sont touchés, que c'est moi qui leur fermerai les yeux s'ils meurent. Éclat de balle, chute en plein assaut, brûlure d'explosion. Je me suis précipité si souvent sur des corps que l'on m'amenait dans l'urgence. Une vie entière presque est passée ainsi, dans l'action. Réparer ceux qui boitent, soulager ceux qui hurlent, endiguer ceux qui saignent, et garder la vie. Est-il possible que tout ce que j'ai pu traverser ne m'ait servi qu'à préparer ce jour? À plus de 60 ans, après une vie entière de médecine, j'entre dans cette salle avec mes garrots, mes pansements, et je vois la montagne devant moi, la montagne de corps qui m'attend. Je suis seul, et il faut bien y aller. Alors je fonce, je m'accroupis auprès du premier, sans regarder tous ceux qui attendent, gémissent, s'appellent, et je fais ce que je sais faire, la course contre la mort. Et merci pour cette lecture. C'est glaçant. Oui, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chaîne de la vie, effectivement, dont ce médecin est le tout premier maillon. Et ensuite, il va y avoir les infirmières. Ensuite, il va y avoir toute cette chose que nous pouvons opposer à la violence et à la barbarie, qui est de prendre soin des nôtres, de ceux qui sont blessés, ceux qui sont fauchés. Et il y a, moi, ce qui m'a bouleversé avec ce médecin, c'est voilà, ce paradoxe d'être un médecin, donc être fait pour soigner, mais sauf que là, il n'a pas le temps. Secourir à ce moment-là n'est pas soigné. Et il est obligé de choisir. C'est très différent il parce fait que du de tri, son il fait choix du tri, va bien sûr. dépendre la vie Bien ou sûr. la Ah mort oui, de. mais il de fait ce qu'il faut nombreuses faire, c'est-à-dire victimes. que c'est comme ça qu'il faut Oui. faire dans des situations d'urgence. Mais j'imagine que pour cet homme, c'est terrifiant, c'est-à-dire que ça doit le hanter ensuite. Est-ce qu'il a fait le bon choix, se souvenir d'un visage qu'on a écarté, ou Oui. toutes ces choses-là existent? Moi, c'est là où je trouve que l'écriture peut plonger, ralentir, prendre le temps de penser avec ces gens-là, en fait. En écrivant, vous vous êtes confronté à une forme d'autocensure, par crainte de choquer les victimes, par exemple? Je dirais pas du tout autocensure, parce que j'ai pas décidé d'enlever des choses. Par contre, c'est la première fois que j'écris un texte avec la notion de respect en moi. J'avais envie Mmh. d'être respectueux, ce qui, franchement, c'est une notion qui m'est complètement étrangère pour les autres romans, parce que ça se pose pas du tout comme ça. Je suis dans Mmh. l'imagination, j'ai pas à être respectueux envers qui que ce soit. Là, oui, j'avais très envie Respect de... ou délicatesse? Bah, les deux, Oui, les j'aimerais bien qu'on puisse les dire deux les deux, vont mais ensemble. en tout cas, oui, j'ai pas envie de... J'ai envie que ça soit un texte de célébration de quelque chose, et donc j'ai pas envie que les gens se sortent heurtés, effectivement. J'ai envie de chanter le... Vous parliez tout à l'heure de l'infirmière, le médecin, les forces de l'ordre, le commissaire, même les forces de commando qu'on a rarement l'habitude de voir comme ça. Tout à fait. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu de l'héroïsme cette nuit-là. Oui, Il y a eu bien beaucoup d'héroïsme. Et le médecin est un héros, Mm. l'infirmière est une héroïne. Et voilà. Et ce sont ces formes d'héroïsme discret et splendide que vous vouliez raconter. Ben oui, parce Oui. que... Parce que c'est à la fois très discret Mais c'est grandiose. et c'est grandiose. Mais Parce que chacun- c'est la vie. Mais parce que ça se joue sur un geste, ça se joue sur un regard. regard, Il y a ouais. de l'héroïsme dans le regard. Tenir la main de quelqu'un pour l'accompagner dans la mort parce qu'on sent que c'est fini, on n'a plus que quelques minutes avec cette personne. D'une certaine manière, c'est héroïque. C'est-à-dire c'est donner la dernière chose qu'on puisse donner à cette personne. Rester, prendre soin, essayer de faire un garrot avec ce qu'on peut. Enfin, tous ces petits gestes-là sont magnifiques. Justement, Laurent Godet, je voulais parler de cette scène qui, pour moi, est sans doute la plus belle scène du livre.
ce jeune homme qui tient la main d'une victime parce qu'il sent que voilà, Elle part. elle part, elle est en train de vivre ses derniers instants. Il lui demande son nom, il va le répéter, il reste avec elle, il lui tient la main. J'ai trouvé que avec ces quelques mots, en fait, vous définissez l'humanité. Et j'ai trouvé que c'était d'une puissance incroyable. Nommer et ne pas lâcher la main. Mhm. C'est ça l'humanité merci. pour vous? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans un moment anonyme comme ça et brutal, je pense que prendre soin de quelqu'un, rester, prendre le temps, accepter ça, ce qui n'est pas facile pour Ce ce n'est pas jeune homme, facile, parce que bien rien sûr. ne l'a préparé à ça. Bien sûr. C'est un geste d'humanité, bien sûr. Vous racontiez que vous étiez au restaurant et que vous êtes levé vite pour aller. Et alors, vous le décrivez très bien. Tout s'agite. De plus en plus de téléviseurs s'allument dans les appartements. Chaque téléphone a ceux qu'il aime. Tu as vu? Il paraît qu'il y a une attaque. On regarde sur son portable, on essaye de comprendre, et puis les programmes sont interrompus, les journalistes prennent l'antenne, tout va vite. Il y a quelques minutes, on parlait d'une explosion. Maintenant, on emploie le mot attentat. C'est quelque chose qu'on a- Déflagration. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on a oublié maintenant que l'événement est passé, parce qu'il est très difficile de le reconsidérer. On le considère forcément dans sa totalité. On sait que ça a eu lieu, on connaît la fin, et c'est très difficile de se souvenir de la perception qu'on avait en temps réel. Et il y a eu un moment assez vertigineux où on se disait, mais quand est-ce que ça s'arrête? C'est-à-dire qu'on entendait parler de la première terrasse, puis d'une seconde, puis on a fait le raccord avec le Stade de France, donc on s'est dit, en fait, c'est des Oui, c'était un multi-attaques. peu partiel. Et on s'est dit, mais jusqu'où cette Et en flaque de... 115, on le voit très bien dans le reportage que j'évoquais en oui. introduction, où ils reçoivent un coup de téléphone en disant ça tire sur la terrasse. Mhm. Il dit bah oui, on vient d'être prévenu. Oui, Et au bout d'un moment, Ils pensent non, que c'est c'est pas la la même, même. mais une c'est autre, une Ouais. autre. absolument, Ça, absolument. ça, Et c'est- ce sentiment-là qu'ont eu les Parisiens de se dire mais quand est-ce que ça s'arrête et jusqu'où ça va aller, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué au sentiment tragique en fait. Ouais. Alors la vie moteur de l'amour, ou l'amour moteur de la vie, il y a une pulsion de mort, comme dans toute tragédie, mais il y a une pulsion de vie extraordinaire dans votre texte, Laurent Godet. Que- Chaque personnage a cette pulsion de vie. Ben, j'y tiens beaucoup. J'ai jamais eu envie. Mes textes sont souvent rudes. Il y a de la violence dans mes romans, Oui. dans mes textes, mais je serais très désolé d'être un auteur accablant. J'ai pas envie d'accabler le lecteur. J'ai envie que ce qui m'intéresse dans la violence, c'est comment est-ce que l'homme, au sens générique, ou la femme, reste debout, a encore la faculté de parler, de dire sa douleur. Rien que de dire sa douleur, c'est déjà de la littérature. On sait très bien que dans le réel, la plupart du temps, quand on est totalement écrasé par le malheur, on est silencieux. Donc là, il y a quand même un geste de résistance. Résistance, dans les jours qui viennent, dans les jours qui viendront, nous aurons envie de braver l'ennemi. Nous irons aux terrasses des cafés pour dire à ceux qui nous ont tués qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils ne gagneront jamais, que nous vivons encore, cheveux détachés, sourire aux lèvres, verre de vin brandi au ciel pour célébrer la vie et les amis, et ce seront nos plus beaux gestes de victoire. Vivre crânement, comme avant, mieux qu'avant. Quelle ode! Ben, j'espère. Mieux qu'avant, Quel parce hymne qu'on a pris conscience justement de la fragilité. Et Dieu merci, j'ai envie de dire que la vie reprend le dessus finalement. Et au bout d'un moment, on râle à nouveau, on oublie à nouveau quelle Absolument. chance c'est d'être en Absolument. terrasse, paisiblement, sereinement avec ses amis. Et c'est vrai que ce moment que vous racontez permet d'apprécier pleinement justement la vie. Il y a un autre personnage que je voulais évoquer parce que je l'ai trouvé très juste et j'ai ressenti sa colère et sa tristesse, c'est le père qui est rongé par la colère de n'avoir pas pu être présent lui-même pour accompagner sa fille dans la mort. Et donc lui, pendant un temps, pour se consoler, pour réussir à vivre avec ce chagrin, il devient complètement obsessionnel. Il collecte chaque information possible, il veut reconstituer vraiment seconde après seconde tout ce qui s'est passé. Et finalement, il arrive à remercier l'inconnu qui a accompagné sa fille. Et j'ai trouvé que c'était une scène sublime, vraiment. Quand il arrive, on sent qu'il est finalement apaisé de se dire, mais au moins quelqu'un a été là pour elle. Et c'était vraiment, j'ai trouvé un point de vue original et merveilleux d'avoir choisi de parler de cette colère de cette façon-là. Merci. Mais c'est vrai qu'on a oublié peut-être, enfin en tout cas les jeunes gens d'aujourd'hui, ce qui a été frappé cette nuit-là à Paris, c'est la jeunesse quand même aussi. Bien sûr. Parce que c'était ce L'insouciance. quartier-là, parce que c'était une génération qui allait au bar et tout ça, c'est les trentenaires ou même les jeunes gens de 20 ans. Donc il y a beaucoup de parents qui
j'imagine, ont été hantés par le fait qu'ils étaient encore en charge de ces âmes-là. Ils devaient encore Oui. s'occuper de ces enfants. Et là, il y a quelque chose de terrifiant de se dire, on n'a pas pu être là. Tous les parents qui étaient en province parce que les enfants faisaient des études, ou Bien c'est sûr. une angoisse encore plus forte de ne même pas être sur les lieux et d'entendre des nouvelles par la télé, par les téléphones. Alors justement, les téléphones ont un rôle très important parce que notamment au Bataclan, tous les Sature parents complètement. appellent et on voit les téléphones qui vibrent, on voit les Oui. téléphones qui s'allument, Oui. enfin, comme des petites flamèches Oui. et qui attirent les viseurs. Oui, les premiers policiers qui sont rentrés ont tous décrit la même chose, c'est que les téléphones sonnaient sur les corps des gens morts, parce qu'en fait, les familles voulaient avoir des nouvelles, et c'est resté visiblement comme quelque chose de très traumatisant pour eux, ces téléphones, cette espèce d'appel sans réponse. Et vous avez raison, et même en amont, quand les terroristes étaient encore dans la salle, il y a eu effectivement des appels, la question de Où es-tu? où es-tu, et du téléphone qui se met à s'allumer au moment où on voudrait se cacher, enfin tout ça est terrifiant, bien sûr. Vous avez fait complètement l'impasse sur les politiques. Parce que ça a été un moment qui a Oui. vraiment ébranlé le président de la République Oui. de l'époque, François Hollande. Manuel Valls a été très, très, très impliqué aussi. Et vous n'en parlez absolument pas. Non, j'ai fait l'impasse sur deux choses, effectivement, sur le politique et le contexte politique, Oui. et sur les terroristes, Oui. que je ne voulais pas nommer, que je ne voulais pas inviter dans mon récit d'une certaine manière. Sur le politique, c'est pas très idéologique comme choix, c'est plus en termes de sensation. Moi, j'avais envie d'être à hauteur d'homme, d'être dans la foule de cette nuit-là, d'être dans les rues de Paris, en fait. Et donc, tout ce qui se met en place suite à l'événement est un autre sujet, en fait. Moi, je reste dans les rues de Paris, avec des personnages qui n'en savent pas plus que Qui vous sont et plus moi. des silhouettes que Oui. des personnages. Oui, oui. Bah oui, parce qu'on n'a même pas le temps. On n'a pas le temps de les connaître. Voilà, Ouais. on connaît l'infirmière, le commissaire, parce que je ralentis un petit peu, mais sinon, il y a une espèce de nous, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, c'est nous tous. Et on sent vraiment ce regard collectif. Je reviens sur le Bataclan simplement pour goûter votre style. Tant que nous emplissons la salle de notre enthousiasme, nous sommes intouchables. La musique est en nous, le son nous traverse, le monde n'existe plus, nous sommes loin de tout. Je ne veux que tes mains qui se posent sur mes hanches, ton sourire canaille et ces yeux que j'aime et qui me dévorent. Mais soudain ils entrent. Je ne pensais pas qu'ils nous retrouveraient si vite. J'espérais avoir le temps de se baiser. Ils nous détestent tant. Danse encore, jusqu'au bout. Ils entrent et personne ne comprend. Ils tirent, mais danse encore. Danse jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, jusqu'à ce que la lumière s'allume plein feu et rende tout laid en faisant disparaître la magie des ombres et de l'abandon. Ils tirent. Déjà les coups de feu en font tomber certains. Ils tirent. Poussez-vous, au sol, au sol, au sol. Ils tirent. Bousculade. Tout est remué de panique. Qui comprend ce qui se passe? Qui comprend? Ce sont des hommes venus pour tuer. Tout va très vite pour l'esprit, c'est le règne des secondes, le règne de la panique et de l'instinct de survie. Je cours, je pousse, je veux sortir. Laissez-moi passer, ne m'écrasez pas, poussez-vous. Ils sont là, ils sont montés sur scène, poussez-vous, au sol, au sol. La musique est si loin déjà, ils tirent, sur nous, surtout. Nous sommes pris au piège. Poussez-vous, carnage. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Qui nous tue? C'est le règne des secondes, c'est-à-dire que tout va trop vite et en même temps, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et puis qui nous tue, moi c'était très important que cette question existe, parce que, encore une fois, nous aujourd'hui, là, comme on en parle, on connaît tout, on On a sait le recul. qui a tué, on sait pourquoi ces gens-là ont voulu saccager la vie parisienne. Mais les gens qui ont été frappés ce soir-là, ils n'ont même pas eu le temps de ça. C'est-à-dire qu'ils ont vu surgir des gens, ils se sont fait tirer dessus, certains sont morts sans comprendre. Et ça, c'est aussi une douleur supplémentaire, c'est-à-dire que en 3 secondes, ça y est, c'est fini, et on ne saura rien, en fait. Donc, ouais, c'est Et terrifiant. la question du pourquoi reste suspendue à tout jamais. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que vous écrivez la nuit. Oui. Je sens que vous écrivez sur le papier et non à l'écran. Je me trompe? C'est mon air fatigué qui vous fait dire ça. Non, c'est pas vrai. du tout. Mais c'est vrai, j'écris la nuit. Et oui, moi je suis un vieux dinosaure, donc oui, j'écris sur le papier. Et ça se sent. Ah bon, bah, tant mieux. Oui, parce que J'ai mal au bras, donc je pense que ça... Non mais c'est vrai, c'est vrai. La tendinite peut en Mais attester. oui, oui, Non, mais absolument. Il y a le du- style, et d'ailleurs la brièveté de votre texte, ça fait 120 pages. C'est-à-dire qu'on sait qu'autrefois, les antiques écrivaient sur des plaques, et donc ils ne mettaient pas 15 adverbes ni 25 adjectifs, parce que c'était fatigant. Ensuite, il y a l'écriture à la main qui va aller assez à l'essentiel. Et puis aujourd'hui, où tout le monde tape sur son clavier, alors on a des livres qui font 600 pages, mais on pourrait en retirer 400. Et vous, on sent qu'il y a cette concision, cette concentration, et ce plongeon dans
dans ce que vous racontez, le plongeon dans la situation. Voilà. Mais alors, je vais prendre un exemple qui va vous paraître, j'espère, pas trop prétentieux, mais vous savez, l'immense et très belle statue de Michel-Ange de David, Mm. il y a une veine Mm. qui court du cerveau et qu'on voit passer dans le bras. Mm. Et c'est magnifique, ce lien qu'il fait entre le cerveau et la main qui a tenu la fronde et qui a agi. Je crois beaucoup à ça, et je crois qu'effectivement, quand on écrit avec un stylo et du papier, et c'est ça qui se joue, c'est comment est-ce que c'est cette magie d'ailleurs, comment est-ce que une idée qui est dans le cerveau devient musculaire, finit en geste. Et j'aime bien la fatigue que ça procure aussi. J'aime bien l'idée qu'au bout de, on peut pas écrire pendant 5 heures à la main, c'est pas vrai. Je connais pas de personne qui puisse le faire. Quand on passait la Greg. Quand on passait la ouais, mais moi je l'ai Voilà. raté, donc ça doit être ça. Aïe, J'avais aïe, aïe. mal au bras. C'était 6 Je heures. l'ai vous raté vous 2 souvenez fois. mais- Vous parlez de cette veine sur le visage, Laurent Godet, et ça me fait penser à la scène que vous décrivez tellement bien également sur ce commando militaire qui arrive sur les lieux et qui doit neutraliser les agresseurs. Et quand le travail est fait, quand toute l'équipe est saine et sauve et que tous les agresseurs ont été neutralisés, vous racontez leur sortie du Bataclan. Mhm. Et eux ont la cagoule, gardent la cagoule. Ce n'est pas encore fini. Ils n'ont pas un regard pour les victimes parce que ce n'est pas leur rôle. Mhm. Leur mission est terminée. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement fort, cette image-là, de se dire je ne peux pas retirer ma cagoule tout de suite. Ma mission n'est pas totalement finie jusqu'à ce que je sois sortie du lieu. Et c'est quelqu'un d'autre maintenant qui va agir. Et on sent comme un passage de relais entre tous les acteurs qui défendent la vie, chacun sur leur front. Oui, c'est la question du protocole en fait. C'est la même qu'avec le médecin qui doit faire du tri. Du tri. C'est-à-dire que les individus sont compressés entre faire partie d'une chaîne d'action, et donc les commandos doivent entrer dans la salle, neutraliser les terroristes et s'en aller, et laisser la place ensuite à ceux qui savent mieux que Faire la suite. faire la suite. Mais ça, c'est sur le papier, et c'est très bien que ça soit ainsi, c'est plus performant. Mais sauf que j'imagine que ça crée une tension dans l'individu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire entrer dans une salle pareille avec tout ce qu'on peut imaginer de vision comme ça sous les yeux, et s'en tenir à ce qu'on doit faire, en sortir avec une certaine froideur, d'une certaine Garder manière. son sang-froid. La procédure. Ouais, c'est la procédure, et heureusement que la procédure existe, et effectivement elle raconte quand même aussi une humanité de chaîne. Alors, Laurent Godet, à partir de demain et jusqu'au 9 juin, dans la grande salle du Théâtre de la Colline, vous livrez Terrasse, sur scène. On a parlé du roman, du récit, de cette épopée, et elle est là maintenant. C'est sur scène, 17 comédiens, mise en scène par Denis Marlot, c'est une énorme machine. Vous avez conçu votre texte dans cette optique scénique aussi ? Oui, j'ai su dès le début que Denis en ferait une mise en scène, donc j'ai travaillé très vite en dialogue avec lui, même si le texte est publié comme un récit et pas comme une pièce. Mais d'où un texte qui est très, très, Oui. très rythmé, Oui. et On sent en ça. même temps, je parlais de On sent les polyphonie, scènes. oui. Oui. mais chacun y a bien son rôle. Oui, et puis la question de l'oralité, elle était Elle est sûrement présente, d'autant plus présente dans Terrasse que je savais qu'il y avait un destin théâtral. Oui. Mais c'est une tragédie grecque. Je veux dire, Absolument. c'est inéluctable. Donc ça va se prêter très très bien à cette mise en scène. Donc c'est à 20h30 dans la grande salle du Théâtre de la Colline, et c'est à partir de demain et jusqu'au 9 juin. Mhm. On a très envie d'y aller. Oui. Parce Venez, que, alors je ne sais venez pas nombreux. je sais pas s'il faut voir la pièce avant de lire le texte, ou il faut lire le texte avant de voir la Ce pièce. texte se dévore, se lit très rapidement. Mais en tout cas, il se lit très rapidement et se déguste surtout. On est sidéré aussi de la fin quand vous parlez de la rééducation. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de rééduqués, beaucoup de gens fracassés à vie. Mm. Et en même temps, ils étaient jeunes. Ils ne le sont plus. Ils étaient victimes, ils sont aujourd'hui handicapés. Ils étaient reconnus, ils sont moins. On les voit moins, on les entend plus. Ils vivent avec leur handicap. Pour des gens amputés, par exemple, qu'il faut réamputer parce qu'il faut travailler sur les moignons. Enfin, tous ces trucs qui sont terribles. Et pour autant, vous nous donnez ce merveilleux témoignage d'espoir. Les terrasses des cafés deviennent le symbole de notre mode de vie
Nous y retournons. Merci Laurent Godet. Merci à vous, Christophe. Merci Myrna Aylou. Je Merci rappelle le roman, le récit, l'épopée, Terrasse ou notre long baiser, si longtemps retardé, publié aux éditions Actes Sud. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain nous irons au cinéma. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.